Bonjour à tous. Nous sommes très heureuses de vous accueillir avec Laurive dans ce deuxième séminaire intégration de l'année 2024. Ce séminaire va être placé sous le thème de la mobilité. Mobilité en termes d'ascension sociale et également mobilité géographique. Donc, dans un premier temps, un zoom sur les enjeux de la mobilité avec quelques grands axes présentés par Madame Maffesoli, quelques constats du territoire avec des actions qui ont été menées avec un témoignage, ensuite des temps d'échange et puis présentation de différentes structures comme la dernière fois et enfin les perspectives pour 2025. Je vous remercie et je vous souhaite à tous un bon séminaire. Alors avant de parler de mobilité, je me suis dit que c'était intéressant qu'on repartir de nos données, de population, des signataires du CIR, notamment à partir des données, transmises par, l'OFII, à l'échelle du Grand Est et là, je vous propose quelques chiffres, rapidement, pour situer un peu les choses, parce que, en fait, pour parler de mobilité, notamment de mobilité sociale, la question de niveau d'études et les questions d'activité professionnelle est un élément assez important. Pour démarrer, je rappelle quand même qu'effectivement, les personnes amenées à signer un contrat d'intégration républicaine sont amenées à relever de 4 grandes, catégories. Vous le savez, les personnes qui sont pour des raisons humanitaires, rester sur le territoire français, d'autres pour des raisons économiques et d'autres pour des raisons familiales. Et je trouvais que c'était intéressant qu'on regarde, alors il y a la catégorie autres également, mais qui représente un tout petit nombre. C'était intéressant de voir qu'à l'échelle du Grand Est, les données 2023, montraient qu'effectivement, sur l'année 2023, on a à peu près le même nombre de personnes en pourcentage qui sont arrivées pour des raisons humanitaires que pour des raisons familiales. Alors ça joue en fait sur les questions de mobilité géographique et ça intervient aussi sur les mobilités sociales dans les travaux qu'on a pu, analyser. On a aussi une approche homme-femme. On sait aussi que, les données, peuvent être différentes, pour les hommes et pour les femmes. Donc là aussi, je trouvais que c'était intéressant de vous mettre les données. Vous le voyez, rapidement, donc on a une proportion de signataires du CIR en 2023, donc je le disais, à peu près le même nombre entre les personnes arrivées pour des raisons humanitaires, pour rester sur le territoire français, donc c'est des bénéficiaires de la protection internationale, donc je suis en train de parler là, hein, pas les demandeurs d'asile. Voilà et puis vous avez aussi donc les personnes qui arrivent dans le cadre familial, que ça soit des, familles de réfugiés ou, des familles, de regroupement familial ou de membres de familles français. D'accord? Et quand on regarde, la répartition hommes-femmes, on voit bien que, parmi les bénéficiaires de la protection internationale, on a plutôt une surreprésentation des hommes. Vous voyez, sur la part asile qui s'appelle asile, 61 sont des hommes, 39 sont des femmes et pour la partie familiale, c'est exactement l'inverse, pratiquement, hein. Par contre, ce qui est intéressant, de voir, c'est que pour les personnes qui, sont amenées à rester durablement sur le territoire français et donc obtenir un statut, économique, ce sont très majoritairement des hommes, 84. Première donnée qu'on peut regarder rapidement. 2e donnée, qui, spontanément, on a souvent à penser que, les femmes sont moins, diplômées que les hommes. Or, les données qu'on a là, actuellement, comme vous pouvez le voir, c'est assez intéressant de le souligner, c'est qu'on a quand même depuis plusieurs années une évolution du niveau d'études à l'étranger
hein, c'est bien le taux de niveau d'études à l'étranger des personnes, qui sont signataires du CIR. Bah, comme vous le voyez là, on a quand même, 43,8 des signataires du CIR qui sont d'un niveau d'études secondaires, mais on a surtout 36,7 qui ont un niveau supérieur. Donc c'est plutôt intéressant, un taux qui augmente, hein, en fait, ces derniers temps. Et quand on regarde là aussi la répartition hommes-femmes, vous pouvez remarquer que on a une surreprésentation des femmes parmi les niveaux d'études supérieures par rapport aux hommes. Et du coup, on y reviendra tout à l'heure, hein, sur les questions de déclassement et de mobilité sociale, mais en tous les cas, c'est intéressant de le souligner. Là, je l'ai pas fait ici, mais sur une autre étude, on avait, croisé aussi, parce que, parfois on nous dit que, c'est plutôt les, bénéficiaires de la protection internationale qui ont un niveau, d'études plus important. En fait, ça va dépendre des pays d'origine et on a des réalités très différentes et visiblement, le la raison d'entrer sur le territoire français n'intervient pas forcément. C'est plutôt le constat, c'est qu'on a, quand même des personnes qui arrivent avec des niveaux, d'études, élevés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne rencontrent pas des difficultés, notamment pour la maîtrise de la langue, mais par rapport à ce qu'on pouvait avoir comme situation il y a 40 ans, par exemple, où on avait plutôt, un niveau d'études beaucoup plus bas. Donc ça, c'est un point, que les chiffres nous mettent en avant. J'ai regardé, mais là je ne l'ai pas mis statistiquement, dans les données que nous avons également la répartition des personnes, qui sont signataires du CIR au niveau des métiers qu'ils occupaient, au moment du départ du pays, d'origine. Et donc ce qui est intéressant à relever, c'est que, on a souvent plutôt 3 3 types de métiers, qui sont mis en avant. Les personnes donc qui arrivent, depuis leur pays, on a plutôt des personnes qui travaillaient dans le domaine du commerce et de la distribution. La deuxième catégorie, c'était plutôt dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Et dans le 3e grand rubrique, c'est la question de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme et de l'animation. Et quand on regarde, l'activité professionnelle en France, on est assez proche, avec quand même un changement assez important. C'est que les personnes, quand ils ont un emploi en France, au moment où ils signent le CIR, c'est qu'on a, un doublement de personnes qui sont dans le bâtiment et les travaux publics, notamment les hommes. Et on va avoir une deuxième domaine, d'intervention qui est plutôt le domaine de l'hôtellerie, de la restauration, de l'animation et du tourisme. Dernier, élément statistique, à évoquer, pour donner un peu le panorama, le portrait, de tout cela, c'est, au moment de l'entretien initial dans le cadre du CIR, on demande aux personnes leur souhait d'activité professionnelle. Et donc, comme vous le voyez, ces données n'ont pas sur toute la population, qui a été signataire du CIR, mais ce que l'on constate, c'est que grosso modo, le souhait, d'activité professionnelle est plutôt à 83, donc un taux élevé. Et quand on regarde d'un peu plus près, on a quand même une situation où parmi les personnes qui ont exprimé qu'ils ne souhaitaient pas avoir une activité professionnelle, on a une très forte, représentation des femmes. Donc ça, c'est des points qu'il faudra qu'on affine, mais les statistiques nous donnent là quelques tendances. Au-delà de la présentation rapide, on voulait, faire un zoom à chaque fois sur un sujet et il se trouve que le terme de mobilité est souvent utilisé, notamment d'un point de vue géographique, mais aussi, un enjeu, de mobilité sociale et en fait, quand on parle, d'intégration, on parle plutôt
actuellement de déclassement plutôt que de mobilité sociale. Et du coup, on s'est dit que c'était intéressant d'avoir un petit zoom sur cette question et notamment parce qu'on a eu, on a des études un peu récentes, sur des données qui peuvent être anciennes, mais quand même qui donnent quelques éléments, qui peuvent nous amener à réfléchir sur certains points, par rapport à ces questions de mobilité. On est dans un paradoxe assez important autour de cette question des mobilités. La question de la mobilité géographique, par principe, quand même, on est sur un public qui est d'une mobilité internationale. Premier élément. Donc c'est des Mmh. gens qui ont traversé, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils sont là aujourd'hui en France, ils sont partis d'un pays pour d'autres et des fois avec des parcours particuliers. Donc des gens qui ont une habitude et une capacité de mobilité, mais quand ils arrivent sur le territoire français, ils peuvent être dans des contraintes de mobilité, comme vous l'évoquez, liées aux dispositifs de politique publique. Y compris, ils peuvent se retrouver pour des raisons familiales, par le regroupement familial, dans un contexte qui n'était pas du tout celui qu'ils avaient, dans leur pays. Donc, on a quelque chose assez compliqué sur la question de la mobilité, déjà du fait de partir d'un territoire à un autre. Dans les travaux que l'on mène depuis, des années et des travaux, montrent que les personnes qui quittent un pays pour un autre pays, la plupart du temps, ce sont les personnes qui sont les plus en capacité d'avoir des ressources, que ça soit des ressources, personnelles ou des ressources financières pour quitter un pays. C'est rarement les personnes les plus pauvres qui quittent leur pays. Et du coup, quelle que soit la période, hein, en fait, on sait que, par exemple, il y a des années en arrière, on pariait sur certaines personnes qui allaient partir, ailleurs pour pouvoir trouver une situation meilleure et faire venir d'autres personnes. Et donc, cette réalité, quand on parle de mobilité, et de mobilité sociale, c'est un élément quand même important des enjeux des parcours des personnes elles-mêmes. Donc ça, c'est Mmh. un des premiers points que je voulais évoquer. Le 2e, c'est que dans les études qu'on a pu notamment fait auprès des, bénéficiaires de la protection internationale, liés à la mise en place du programme AGIR, a montré qu'effectivement, il y a cette logique qu'on veut éviter la concentration sur certains territoires, qu'on peut, tout à fait comprendre en tant que telle, mais la difficulté, c'est qu'on va se retrouver avec des personnes à qui on souhaite, inscrire un parcours d'intégration qui passe par le logement et par l'emploi, mais les bassins d'emploi ne correspondent pas toujours effectivement aux compétences des personnes et on peut se retrouver dans des situations de déclassement assez importants. Alors quand même ce qu'on constate, c'est que souvent les personnes les acceptent, au moins au démarrage, mais la difficulté, c'est comment on «tire profit» entre guillemets de toutes ces compétences qui arrivent. On a aussi une approche en France depuis très longtemps, une vraie difficulté de, la validation des acquis, de l'expérience et des métiers et des diplômes d'autres pays européens, ou États-Unis ou autres, peuvent avoir une approche différente où on va tirer profit des compétences. Et le constat qu'on fait, c'est qu'on a des personnes qui ont des diplômes assez importants, des compétences et cetera et que, ben, c'est dommage pour nous en tant que société française, mais c'est aussi pour eux en termes de parcours. Donc comment travailler cette question à la fois de la mobilité géographique, ben, voilà, qui est liée à aussi des politiques publiques et cetera, mais aussi, ça a des impacts sur les personnes elles-mêmes et leur propre parcours et ça a un impact sur l'estime de soi. C'est pour ça que je voulais, évoquer ce paradoxe quand même dans lequel on se trouve et quand même que grosso modo, que pour ceux qui ne sont pas au quotidien, de ces familles, de ces situations et cetera, globalement en France, on a quand même une perception, des immigrés, j'ouvre les guillemets, hein, ou les migrants, c'est encore les guillemets,
une perception quand même de Oui, population, pauvre, peu capable et cetera. Donc, on a quelque chose quand même qui ensuite amène aussi des difficultés, des représentations et des attendus, de la part, à la fois des personnes qui arrivent et ensuite de leur famille. Alors ça, c'est un point qui est assez intéressant, c'est que, on a, 2 études récentes qui, se sont intéressés aux descendants, d'immigrés, de première génération, hein. 2 choses contradictoires, en fait, qui sortent. D'un côté, on a alors ils sont pas complètement contradictoires, pour dire, quand on les lit, on vous enverra les liens, hein. 1er élément, une étude qui montre, on parle souvent qu'il y a donc cette question de déclassement dont on parlait au départ. Donc, c'est une situation qu'on vient d'évoquer, qui est souvent le cas et pas seulement aujourd'hui, hein, ça fait des années qu'on a cette question de déclassement. Mais en fait, il y a une étude qui vient d'être sortie par l'INSEE, qui met en avant qu'en fait, quand on, compare à niveau de connaissance, au même niveau de famille, de démarrage, en fait, les descendants, d'immigrés, en fait, ont une ascension sociale plus importante que les populations, françaises. Et ils mettent en avant le fait, c'est qu'il y a un engagement assez important des familles en direction de l'école et des des enfants. diplômes. Le problème, c'est qu'actuellement, le niveau de déclassement étant tellement important, puisqu'on a un décalage, hein. Quand on travaille sur des études de mobilité sociale, il faut bien se rendre compte qu'on travaille sur des générations. Donc en fait, ça demande du temps. Donc, on a des travaux, mais qui, ont été réalisés 2018 ou 2019. Donc, il faut qu'on fasse attention dans l'analyse qu'on a et dans les évolutions actuelles pour, dire que pour que ça tienne dans la durée, c'est à la fois accompagner, les, migrants qui arrivent, donc, les personnes qui viennent de l'étranger et comment on accompagne leurs familles et les enfants, le cas échéant, dans cette logique de l'école en tant que telle. Et ça, c'est vraiment un point et les travaux montrent bien quand même que, il y a un engagement et ça, c'est quelque chose qu'on a depuis des années, de l'engagement des familles par rapport à la question scolaire. Sauf qu'aujourd'hui, je trouve que de plus en plus, c'est complexe dans ce domaine, notamment, parce qu'on a des personnes qui arrivent de plus en plus éloignées à la fois du, système scolaire français et à la fois les enjeux de maîtrise de la langue pour les parents, pour accompagner les enfants. Donc, on voit bien que si on veut accompagner la question, travailler avec les familles elles-mêmes, et les personnes, dans leur, activité professionnelle, il faut en même temps qu'on les travaille en tant que parents et dans, leur fratrie. Voilà, j'essaye de et le deuxième élément, d'analyse qu'on a pu avoir, c'est que le ressenti des personnes elles-mêmes et de leurs enfants. En dépit de ce que je viens d'évoquer précédemment, c'est-à-dire que statistiquement parlant, on aurait une ascension sociale positive, mais le ressenti est perçu négativement. Ils ont le sentiment, d'être déclassés et d'être encore déclassés une génération après. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille également. On sait très bien on travaille non pas sur ce qui est la réalité, mais ce que l'on perçoit de son environnement. Et donc ça, vraiment un point qui me semble aussi à travailler en tant que tel. Et c'est voilà, on trouvait avec, ma collègue Martine que c'était intéressant qu'on vous donne ces éléments-là parce que c'est des atouts, pour essayer de comprendre les actions qu'on pourrait mettre en place pour la suite, de notre travail. Voilà. Alors pour revenir sur la question de la mobilité géographique, puisque je voulais traiter des 2 sujets, on voit bien que vous le ça a été évoqué, hein, tout à l'heure, sur, la présentation, du SAS et notamment, hein, sur les questions de mobilité et la complexité dans ce domaine. Là aussi, on est confronté à une vraie réalité, c'est-à-dire que, bah,
sur des équipements, sont effectivement pas au même niveau quand on est sur un territoire rural et quand une grande ville, voilà. Heu, pour autant, avec, Martine, on avait fait intervenir, il y a quelques années, Mathieu Tardy, qui travaillait à l'époque à l'IFRI, et qui avait fait une étude sur, l'installation de populations immigrées dans, les milieux ruraux. Et ce qui est intéressant dans le travail qu'a fait, Mathieu Tardy, c'est que l'arrivée de ces publics dans, les familles, dans les familles dans les, communes rurales, c'est qu'en fait, ça a amené à réfléchir sur les questions d'équipement et de services, de manière générale, et que ce qui était, ça a amené un travail de développement territorial, et que ça a bénéficié à tout le monde, bien évidemment, pas seulement aux personnes, réfugiées. Et c'est notamment dans le centre de la France, ça a eu un impact assez important parce que du coup, il y avait un besoin, particulier. Alors, dans nos territoires du Grand Est, c'est peut-être pas tout à fait la même chose parce qu'on a à la fois des prises, économiques et une prises, économiques, et des fois, c'est compliqué, du coup, d'accueillir ce public en tant que tel. Alors pour le coup, je suis à Chaumont là, on a une réalité, sur ce territoire en particulier. On vient d'avoir signé un contrat territorial d'accueil et d'intégration pour justement travailler, entre les quartiers, politiques de la ville et les populations immigrées, notamment les bénéficiaires de la protection internationale, et de voir comment on peut travailler cette question-là, sachant que l'enjeu de la mobilité, il va jouer pour les bassins d'emploi et pour accéder à un emploi. Mais en fait, ce que j'avais relevé dans le cadre du programme Agir, c'est qu'aussi les personnes qui arrivent ont souvent, des situations de santé assez complexes, notamment pour les bénéficiaires de la protection internationale, et que du coup, c'était d'autant plus complexe, parce que les systèmes de santé, sur, certaines parties du département du Grand Est, ne permettent pas de répondre, à ce besoin. Donc on voit bien qu'on est dans quelque chose de compliqué. Donc à la fois, il nous faut, travailler sur les questions de mobilité pour le quotidien, mais aussi prendre compte des parcours des personnes, et de l'autre côté, la question du déclassement, et de comment on travaille, le rapprochement entre les compétences et les métiers. Faire le lien, voilà, avec, l'action, qu'a mis en œuvre le centre, Léo Lagrange sur Épinal, qui, propose, de rendre compte un peu de l'action qu'il mène sur, cette action Intégra Code. Donc je vais passer la parole à, Natalia, qui voulait démarrer peut-être? Puisque vous êtes directrice, hein, du centre, Léo Lagrange? Bonjour à tous. Voilà, juste un tout petit mot, voilà, concernant cette action. On l'a démarré depuis 4 ans environ. Voilà, on se prépare pour notre quatrième édition qui démarrera bientôt. Et voilà, c'est un franc succès. Nous avons des listes d'attente. On ne parvient pas à répondre à toute la demande. Voilà ce que je pourrais peut-être dire en complément. Donc, le Centre Léo Lagrange est une MJC, Maison des Jeunes et de la Culture, qui porte l'agrément d'un centre social. Voilà, en effet, il est situé sur le quartier Justice-Solesserre, plutôt côté Solesserre, qui est un quartier politique de la ville d'Épinal. Donc, en effet, il est un peu excentré, comme tous les quartiers politiques de la ville, par rapport au centre-ville. Et en effet, il se trouve un petit peu sur la hauteur. Voilà. Et, notre quartier est particulier parce que il est, comment vous dire, il est très très bien aménagé. Donc moi je trouve que Mmh. nos partenaires, notamment au niveau du logement social, ont fait un extraordinaire travail. Nous avons également énormément de structures qui accompagnent les personnes issues de l'immigration, également les personnes voilà,
le coffre, ouais. situation de handicap, etc. Nous avons beaucoup d'équipements scolaires et culturels et autres. Le quartier est très très bien équipé, il se trouve être très attractif du coup pour les publics rencontrant les différentes difficultés, dont les publics des migrants, hein. Donc notre quartier en accueille énormément. Donc je ne peux pas vous dire quelle nationalité sera dominante. Voilà, c'est en fonction, au fil des ans, ça change peut-être un petit peu. Mm. Mais le fait est on en accueille. Voilà, effectivement, on vous donnera peut-être un peu la liste, on a aperçu tout à Oui. l'heure, mais il y a une trentaine peut-être d'origines. Voilà, vraiment, les personnes arrivent de partout. Nous n'avons pas une communauté qui prédomine par rapport aux autres. Voilà. Et c'est sûr que ce que vous avez évoqué tout à l'heure, voilà, les questions, malgré les diplômes, malgré voilà, le fait que certains migrants peuvent être diplômés, en effet, les questions autres freins doivent être levées pour leur permettre d'accéder à l'emploi. Donc, dont la mobilité. En effet, l'Épinal est une grande commune. Euh, et puis, bon, tous les métiers ne sont pas accessibles sur Épinal. Donc, s'il faut se déplacer, par exemple, sur Nancy ou ailleurs, il faut forcément, voilà, peut-être voilà, songer au permis de conduire. Et d'où l'idée de cette action donc, que Fatima présentera. Voilà, si vous Merci, avez... hein, pour ça. Je trouvais que Mm, c'était intéressant à chaque fois de préciser le mm, contexte, parce que ou sinon, moi je vois toujours un risque, c'est qu'on cale une action d'un mm. territoire sur un autre, alors à chaque fois on a des contextes différents. Donc c'est intéressant aussi dans nos échanges de pouvoir bien contextualiser un peu les choses. Du coup, effectivement, oui, Qu'est-ce allez-y. que je voudrais encore préciser que nous n'avons pas d'agrément d'un centre de formation. D'accord. Et voilà, je pense qu'on ne l'aura pas. C'est pas le but. On n'est pas des spécialistes uniquement des formations. Donc, on a voilà, bien d'autres casquettes et c'est quelque chose qui complète notre projet, mais ce n'est pas le socle. Donc, voilà, si vous voulez, donc on accompagne les personnes dans l'apprentissage de la langue. Voilà. Mais on a tout un tas d'autres actions, donc, comme le soutien à la parentalité, comme les accueils de loisirs, comme les actions culturelles également. Et on se sert de ce socle de notre projet qui est centré plutôt sur la culture et la campagne donc, et de soutien à la parentalité comme levier également pour les migrants. Donc voilà. Merci Madame Tarakanova pour la présentation. Donc, pour faire complément à la présentation de ma directrice, le Centre Léo Lagrange se positionne comme un acteur incontournable de l'intégration. Donc, à côté de ses activités sportives, artistiques et culturelles, il accorde beaucoup d'importance à l'apprentissage des compétences linguistiques en FLE, français langue étrangère, FLI, français langue d'intégration, FOS, français sur objectif spécifique, etc. Ce qui est essentiel pour l'intégration sociale, professionnelle, culturelle et citoyenne des populations étrangères migrantes. Donc, il accompagne les publics migrants et aujourd'hui, plusieurs formations et actions, voire dispositifs permettant cet accompagnement. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, bien sûr, c'est l'action IntegraCode. Alors, pour définir cette action, IntegraCode, c'est une formation linguistique en français sur objectif spécifique qui vise le double objectif, l'appropriation des compétences sociolinguistiques pour pouvoir s'approprier le code de la route. Je tiens à préciser que cette formation est une entrée à une formation code de la route et n'est pas une formation pour avoir particulièrement le code chez nous. Donc, cette formation est destinée à toute personne étrangère migrante, primo-arrivante, ayant signé le contrat d'intégration républicaine, ayant plus de 18 ans et justifiant d'un niveau A2 ou un A1++. Quand je dis A1++, c'est-à-dire un A1 acquis et qu'elle soit vraiment motivée, qu'elle souhaite se lancer pour un projet de permis de conduire pour pouvoir travailler après ou pouvoir conduire ses enfants. Le rythme de cette formation est d'une raison de 5 jours
par semaine, l'équivalent de 15 heures hebdomadaires, dont 3 heures de code de la route, animées par un formateur auto-école d'Épinal. Elle dure donc 200 heures, étalées sur 3 à 4 mois selon le rythme de notre action, et dont 3 heures de suivi individuel dédié à chaque participant. Ce sont des entretiens qu'on fait avec les candidats au début, au milieu et à la fin de la formation. Cette formation est encadrée par des formateurs en français et langue étrangère et un moniteur auto-école, comme je viens de l'évoquer. Donc, moi, je prends 3 jours par semaine et le moniteur auto-école anime la 4e journée. Les modalités d'inscription à cette formation, c'est une évaluation de niveau par les formateurs du Centre Léo Lagrange et une adhésion au Centre Léo Lagrange. Donc, comment ça marche? Je contacte mes partenaires. Il faut savoir que j'ai plus d'une quinzaine de partenaires ici au Centre Léo Lagrange. Et je les contacte, je fais la communication, je leur présente la formation ou ils le savent déjà, comme ma directrice vient de l'évoquer. On a déjà fait 3 sessions depuis l'année 2020-2021. Donc, il y en a qui savent déjà de l'existence de cette formation. Il y en a qui, moi, je contacte et je leur présente la formation. Je leur donne les critères des publics et eux, ils me prescrivent les personnes intéressées. Et par la suite, je fais un test de positionnement en français pour les personnes là. Ensuite, on fait une réunion de pré-rentrée, bien sûr, après avoir choisi qui peut bénéficier de la formation. Il faut savoir qu'on ne peut pas dépasser 12 participants, sachant que depuis 2 ans maintenant, franchement, j'ai des difficultés à choisir les personnes, comme j'ai beaucoup de personnes qui demandent et parfois, c'est vraiment difficile pour moi, même si je fais un test et je corrige et tout, c'est compliqué. Donc, après la réunion de pré-rentrée, je leur dis qui peut bénéficier. Ensuite, on fait une évaluation initiale. Celle-ci, elle est proposée par Mobile Solutions et on commence la formation. Donc, quels sont les objectifs de cette formation? Il y en a plusieurs, je vais en citer quelques-uns. Cette formation, elle permet l'accès aux services de l'insertion socio-professionnelle des primo-arrivants par le biais de la connaissance du permis de conduire. Elle leur permet de développer leur autonomie, le sens d'organisation, favoriser l'accès à la mobilité et le permis, valider les prérequis langagiers nécessaires à la préparation du code de la route, s'approprier les codes de citoyenneté, respecter les règles à travers l'apprentissage des bases du code de la route, acquérir un socle de compétences langagières en réception, production orale, réception écrite, relevant du niveau B1 du CE-CRL. Ça parle beaucoup aux formateurs de français. Et aussi améliorer les compétences sociolinguistiques nécessaires pour entrer en formation de code de la route. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les personnes à la fin de la formation, elles peuvent s'inscrire dans une auto-école classique pour pouvoir bénéficier du cours ou elles peuvent s'inscrire en candidat libre en ligne pour passer directement le code de la route. Donc, très concrètement, il s'agit de développer des capacités langagières chez les participants de cette formation, déterminés à aller vers la mobilité en France. Pour répondre aux questions de Madame Martine Thibault, depuis quand cette formation existe-t-elle? Elle est créée en 2018. Et c'est un programme national porté par Mobile France en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, FIT, Formation, Insertion et Travail, est à l'origine de ce programme et organise régulièrement des formations Intégracode. Le nombre de personnes dans un seul groupe, je m'excuse. Donc, on ne peut pas dépasser 12 personnes. L'obtention d'un diplôme en fin de formation, comme l'avait évoqué Madame la directrice
On n'est pas qualifié on n'est pas qualifié pour donner des diplômes. On peut donner des attestations de réalisation de cette formation, mais on n'est pas dans la mesure de délivrer des diplômes. Donc, comment obtenir le code de la route grâce à cette formation et quelles sont les suites? Donc, ces personnes peuvent obtenir le code de la route si elles prennent d'elles-mêmes et elles soient autonomes, elles s'inscrivent en ligne en candidat libre ou elles intègrent une auto-école classique pour pouvoir suivre les cours de code de la route sans avoir besoin d'un interlocuteur pour expliquer ou reformuler les phrases. Parce que comme vous le savez, le langage du code de la route, même pour les personnes natives, c'est-à-dire un peu pour les Français, c'est comme le langage du droit. Donc, imaginez comment il est pour les personnes étrangères migrantes. Alors, quelle accession au permis de conduire? Donc, pour ces personnes, il y a la possibilité de s'inscrire à WeMove. WeMove France, c'est une plateforme de mobilité à l'échelle du bassin d'emploi qui informe, forme et accompagne les publics en situation de fragilité et propose des solutions de mobilité, véritable interface entre les nombreux acteurs de la mobilité des territoires, construit de nouveaux dispositifs ou complète l'existant. Donc, il propose à WeMove des bourses pour les personnes qui ont moins de 25 ans. Ils ont aussi le permis à 1 € et pour les bénéficiaires de cette bourse, donc il faut être inscrit à Pôle emploi et il y a d'autres aussi critères, donc à savoir avec Mobile. Quelle évolution au cours des années? Donc, plusieurs personnes témoignent de leur réussite de ce parcours et leur vie est devenue plus facile en ayant le permis de conduire. Il y en a qui ont pu décrocher un emploi grâce à l'obtention du permis de conduire. Et voilà, il y en a qui ont acheté des véhicules. Maintenant, ils conduisent leurs enfants à l'école. Et voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. On s'était dit avec Martine et en lien avec Emmanuel Morel qu'on pourrait peut-être vous proposer de créer quelques ateliers, que vous nous disiez un petit peu ce que vous avez retenu de ce qu'on se dit là depuis maintenant à peu près 1 heure. Et puis ensuite, on échange un petit peu là-dessus et ensuite on entendra effectivement 3 structures qui sont pas forcément en lien avec ces questions de mobilité, c'était là pour travailler autour du réseau. Donc du coup, la salle 1, est-ce que quelqu'un veut dire 2-3 mots de ce que vous avez échangé? Alors, moi, j'avais fait en fait deux remarques sur le fait que je ne me retrouvais pas dans le constat d'un public fortement qualifié. Mmh. Je m'y retrouve pas. Alors, mon hypothèse était que au sein de la permanence d'accès au droit, nous accueillons un public qui rencontre des difficultés administratives avec un fort taux bon, j'y arriverai pas, vous avez compris. Alphabétisation. Et voilà, et d'électronisme. Donc, ça peut être une hypothèse. Donc, en tous les cas, je m'y retrouve pas. La deuxième chose, ma deuxième remarque, était une impression qu'on parlait beaucoup des BPI. Peut-être parce que simplement, ils sont caractérisés. Peut-être parce qu'effectivement, on peut mettre un nom. Le reste des Il y a un primo-arrivants dispositif sont... spécifique aussi. Ouais. Mais voilà, dire que le public primo-arrivant, il est très très large et beaucoup très varié. Voilà, c'était les deux remarques que j'avais. On s'était retrouvés avec les services de l'État dans la Marne pour dire qu'effectivement, les besoins en apprentissage de la langue étaient très importants et que donc, voilà, ça allait plutôt dans le sens d'un public en difficulté avec des problèmes d'analphabétisme. Je ne sais pas qui voudrait ajouter quelque chose. Peut-être Valérie, simplement rappeler que Ouais. le SIAM est une structure qui est sur Reims, mais qui intervient sur d'autres communes de la Marne, et notamment, comme tu le disais, sur l'accès au droit en particulier.
Mm. Oui, 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 ça revient à Reims, Châlons, Champagne et Épernay. Et oui, et une autre caractéristique également, c'est de mener un accueil inconditionnel et donc avoir une grande variété de publics. Est-ce que dans le groupe salle 1, il y avait des remarques particulières, Emmanuel? Juste la parole pour compléter en tant que service de l'État. Bon, on a parlé du programme Intégracode qui est dispensé par la société Mobine et je rappelais notamment à la collègue, à Madame Afidi du centre Léo Lagrange, que la DRETS en fait soutenait cette action sur différents axes et notamment sur Épinal, on pouvait peut-être l'intégrer sur le CTAI d'Épinal, mais aussi la DRETS soutient le programme Intégracode au niveau régional. Et notamment, ça va se déployer beaucoup sur Charleville-Mézières, le Grand Nancy, Schiltigheim, Troyes et Mulhouse. C'est en fait les axes sur lesquels on aimerait travailler avec la société Mobine. Donc voilà, c'était pour compléter un petit peu. Et voilà, Emmanuel, n'hésitez pas à revenir vers les dettes si vous avez envie d'informations supplémentaires. merci pour vos retours. Pour les personnes qui étaient dans la salle 2, est-ce que quelqu'un souhaite faire un petit retour de vos échanges? Nous avons surtout échangé sur les difficultés de la mobilité. On n'a pas réussi à trouver de points forts. D'accord. euh, Parce que c'était un peu compliqué. On a pris des exemples, j'ai envie de dire des exemples précis. Monsieur Chocuev a parlé de son expérience. Euh, Madame Rodriguez a parlé de deux cas précis. Et moi aussi, j'ai donné des exemples. Et en fait, on était plus là-dessus, sur les exemples et les difficultés qui poussent notre public à réagir d'une manière ou d'une autre manière. D'accord. Mais qu'en règle générale, le résultat, c'était qu'ils arrivent à se déplacer, à avoir une mobilité, mais qui des fois leur coûte beaucoup, quoi. Oui. Tant au niveau pécunier qu'au niveau personnel. En termes d'engagement pour soi. Voilà. Ok. Ok. Je sais pas si Madame Rodriguez veut compléter. Oui, je suis tout à fait d'accord, hein, c'est vraiment ce qu'il en est ressorti. On disait que la mobilité, elle n'était pas chez ce public, chez notre public, une mobilité psychologique, bien au contraire. Au vu de ce qu'ils avaient déjà traversé en amont, ils avaient réellement envie, ils le prouvaient. Cependant, effectivement, alors une réalité financière, parce que le déplacement, alors à pied, hein, sans souci, avec leur téléphone, ils mettent les applications. Et moi, je suis très épatée de voir ce qu'ils sont en capacité de réaliser. Par rapport à, là, je vais parler par rapport à un autre dispositif où je travaillais il y a encore quelques mois en arrière, avec un public qui maîtrisait la langue française. Eux ont cette facilité. Cependant, en fait, après, prendre, comme disait tout à l'heure ma collègue de Femmes Ressources, en fait, prendre rien que le bus, il faut comprendre les panneaux d'affichage, les horaires, les lignes, où on va, et puis mais aussi que ça a un coût et ils n'ont pas forcément toujours les moyens par rapport à ces coûts financiers. Et ils peuvent être très vite déstabilisés. Effectivement, on donnait le cas aussi quand il y a des grèves, ils ne comprennent pas le pourquoi du comment. Enfin voilà, tout peut être très difficile. Merci pour ce retour. Pour la salle 3. Il y a eu plusieurs points d'évoquer. Déjà, bon, sur le sentiment, effectivement, partagé aussi que sur le ressenti, avec des personnes, pas l'impression que les personnes qu'on rencontrait avaient des grands niveaux d'études et qu'on voyait plutôt les personnes avec un plus petit niveau. Voilà, ce qui rejoignait un petit peu des constats précédents. On a évoqué aussi la question, effectivement, par rapport à la mobilité sociale, la question de la formation, hein, et notamment pour avancer là-dessus, sur la nécessité, ou en tout cas les enjeux à pouvoir travailler à la fois avec France Travail, les chambres de métiers, les universités locales. Enfin, il y a aussi les acteurs, hein, qui sont peut-être
à mobiliser et à coordonner. Moi, j'ai évoqué aussi le fait que, effectivement, par exemple, Agir, c'est un dispositif dédié au BPI, mais effectivement, on n'a pas vraiment d'instance qui coordonne, voilà, une politique d'intégration pour l'ensemble des publics à l'échelle d'un territoire, même si aussi, par ailleurs, on a des réalités différentes hein, selon les territoires. Voilà, il a été aussi évoqué sur la question de l'apprentissage de la langue, qui est un facteur important. Le fait qu'effectivement, dire que l'apprentissage qui est proposé par l'Office, ça, c'est pas forcément c'est qu'un petit bout finalement, c'est qu'un début de parcours. Et il y a toute la question de l'apprentissage qui pourrait se faire aussi dans le cadre de l'emploi. Faut-il que les employeurs voilà, acceptent de jouer ce jeu. Voilà. Et juste dernier point que j'évoquais aussi, c'est sur la question de l'accompagnement effectivement des personnes par le droit commun et les difficultés qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Et où moi j'évoquais à la fois le fait on venait d'avoir des crédits exceptionnels pour former les travailleurs sociaux de droit commun sur l'accompagnement des BPI à l'accès au logement, puisqu'effectivement Agir a une restriction de ce public éligible et qu'il y avait donc aussi des enjeux sur la formation du droit commun pour mieux accompagner ces publics qui peuvent en plus la formation, même si elle est pour les BPI, je pense qu'elle pourra servir pour d'autres migrants sur certains aspects. Sachant que ce qui me questionne dans les missions du droit commun, c'est pour avoir eu un parcours dans le droit commun, c'est l'évolution des prérogatives du droit commun dont les charges de travail augmentent et où les travailleurs sociaux peuvent avoir tendance à renvoyer parfois à France Service aussi sur certaines choses qui peuvent paraître de l'ordre du formulaire alors qu'il y a d'autres choses à travailler autour, quoi. Donc merci beaucoup. Pour la salle SCAT, est-ce que quelqu'un veut faire un petit retour? Oui, on a beaucoup échangé autour d'Integracode parce que j'expliquais que j'avais un public de demandeurs d'asile et de BPI qui étaient en difficulté sur plusieurs thématiques, hein, mais notamment sur la mobilité. Et je disais que le seul petit avantage qu'on avait ici, c'est que c'était bien desservi. Moi, je suis de Saint-Dié-des-Vosges, petite ville, que c'était bien desservi par les trains. Bon, voilà, sauf que la plupart de nos petites personnes n'ont forcément pas le permis. Et puis, voilà, s'ils veulent aller faire des études tout de suite, il faut qu'ils aillent dans des grandes villes, etc. Donc, besoin de mobilité, plus. Et donc, c'est pour ça que oui, je demandais beaucoup plus de renseignements sur Integracode et Natalia a bien développé sur le sujet, quoi. Voilà. Oui, en effet, vous m'entendez? Ça va? Oui. On a en effet souligné le fait qu'en effet, il n'y a pas que Épinal et il y a dans d'autres villes telles que Mulhouse, etc., il y a voilà, d'autres initiatives qui rejoignent tout à fait le dispositif Integracode grâce à l'aide de Mobine ou pas, directement en lien avec les ministères, avec les services de l'État qui financent ce type d'action. Merci beaucoup. Du coup, je propose sur la dernière salle, la salle 5, est-ce que l'une d'entre vous souhaite nous faire un petit retour? Un peu comme la salle 2, le constat qu'on a fait, c'est que notre public, on le trouve en général très mobile, en fait. Et avec leur parcours de vie, ils sont passés par beaucoup de pays, ils ont développé des compétences. Et quand ils arrivent sur notre territoire, je trouve qu'ils intègrent rapidement les applications pour se déplacer en bus, ils se donnent les moyens. Alors moi, j'ai rebondi sur votre premier tableau. Je pense que quand ils veulent aller en formation, au travail, ils se donnent les moyens jusqu'à faire 1h30 de trajet à pied s'il le faut le matin, utiliser un vélo, mais ils y vont. Et le gros frein, justement, c'est un frein, à mon avis et à notre avis à toutes les trois, un frein financier. Parce que même s'ils obtiennent le permis de conduire, après, pour acheter un véhicule, ou nous, sur 3, il y a Boutique Boulot, un chantier d'insertion qui fait des locations de véhicules à des prix défiant toute concurrence. Le seul souci, c'est qu'il faut donner une caution de 500 €. Et c'est le fait de bloquer, pour la voiture, hein, pas pour le scooter, mais le fait de sortir 500 €, c'est un très gros frein. Et donc, c'est vrai, obtenir le permis pour certains métiers, c'est très bien, mais ça reste
même s'ils obtiennent le permis, ça reste un frein par la suite pour pouvoir soit acheter, soit louer, soit un véhicule motorisé en fait. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, on va vous proposer maintenant de présenter les structures. Et donc, on a la Fédération régionale des centres d'information droits des femmes et des familles. Donc, Hélène Champenois a accepté de présenter sa structure. On a ensuite Coalia qui interviendra donc avec Gursoum Kaïta. Et l'association Vivre avec monsieur Naoubek Chokuès. Je passe la parole donc à Hélène Champenois. Je vous propose de débuter, donc je vais vous présenter rapidement la structure dans laquelle je travaille et ensuite j'accentuerai plus spécifiquement sur ce que fait la structure au niveau de l'intégration. Donc globalement, la FR-CIDFF et les CIDFF, ça s'inscrit dans un réseau national associatif sur l'accès aux droits des femmes et l'accompagnement des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Donc, on a plus de 98 CIDFF sur l'ensemble du territoire et on a des fédérations régionales qui, au fil des années, se sont constituées. Donc, moi, je suis chargée de projet au sein de la Fédération régionale des centres d'information aux droits des femmes et des familles du Grand Est. Donc, comme je mets les dans le diapo, hein, c'est une résumé, hein, instance régionale facilitatrice. La FR, elle remplit plusieurs fonctions, d'une fonction d'animation du réseau CIDFF sur la région Grand Est, une fonction de développement et de coordination de projets interdépartementaux et régionaux, donc la fonction que j'occupe, fonction de communication, de représentation, de plaidoyer, etc. Et donc, au sein de la région Grand Est, on a 12 CIDFF qui vont intervenir dans une pluralité de domaines d'intervention. Donc, le principal étant l'accès au droit, donc, par exemple le droit des étrangers, le droit de la famille, etc. Les CDFF interviennent aussi sur la question de l'emploi, sur la vie familiale, sur la parentalité, sur les violences faites aux femmes, donc les violences sexistes et sexuelles, etc. Et au sein des CDFF, on a donc des équipes pluridisciplinaires, si je puis dire, pour pouvoir répondre aux domaines d'intervention que j'ai pu citer. Donc, on a des juristes, des conseillères en insertion socio-professionnelle, des psychologues, des maîtrises familiales, etc. Et les CDFF vont vont avoir différents modes d'intervention, si je puis dire. Donc, je les ai catégorisés en deux groupes. Donc, tout d'abord, l'information et l'accompagnement individuel, vraiment auprès de tout public. Et sur l'intégration, auprès de tout public, en particulier les femmes. Et sur l'intégration, je vais l'évoquer par la suite, on coordonne au sein de la fédération régionale des projets en direction des femmes primo-arrivantes. Il y a également du coup des interventions dites collectives. Donc là, ça va être des sensibilisations, des formations auprès également de tout public, des jeunes en milieu scolaire, des jeunes en insertion pro, des agents des collectivités territoriales. Voilà globalement pour la petite présentation de la structure. Sur l'intégration, du coup, en tant que fédération régionale un petit peu facilitatrice, notre structure n'est pas dédiée aux enjeux d'intégration. Moi, j'ai vraiment coordonné un projet que vont mettre en place les CDFF sur le territoire. Mais il y a un nombre de CDFF qui portent des dispositifs, des services spécifiques sur l'intégration. On est financé par la DRED sur 2 projets d'accompagnement. Le premier, un parcours d'accompagnement des femmes primo-arrivantes qui va s'articuler entre des entretiens individuels et des ateliers collectifs thématiques. Donc, chaque CDFF va accompagner un groupe de 5 à 10 femmes. Et vraiment, l'objectif du parcours, c'est vraiment de lever les obstacles socio-professionnels que peuvent rencontrer les femmes primo-arrivantes sur le territoire. Donc voilà, entretien individuel pour vraiment avoir le suivi et entretien collectif pour le partage d'informations, permettre aussi le retour d'expérience entre les différentes femmes accompagnées. Et ensuite, on va avoir le dispositif Tout Sport. Donc là, c'est également aussi un projet qui vise à lever les freins d'insertion socio-professionnelle que peuvent rencontrer les femmes primo-arrivantes. Et là, on va vraiment, le levier d'intégration, si je puis dire, qui va être mobilisé, c'est le sport. Donc là, c'est un parcours qui va s'articuler entre des ateliers collectifs thématiques en fonction des besoins
identifiés par les professionnels, et des ateliers donc sportifs. Donc là, sur certains territoires, les CDFF ont noué des partenariats avec l'association UFOLEP, et donc il y a des entraîneurs sportifs qui vont mettre en place des séances de sport. Donc là, de la même manière, c'est un petit groupe de 5 à 10 femmes qui est accompagné par les CDFF qui mettent en place le projet au niveau régional. Donc les ateliers collectifs thématiques, c'est assez divers hein, au niveau des sujets, hein. On a l'accompagnement aux démarches administratives au niveau du numérique. On a un atelier par exemple sur le système de santé, tout ce qui tourne autour du travail, autour de la citoyenneté, etc. Et c'est vraiment du coup les professionnels des CDFF qui vont accompagner le public et notamment du coup les conseillères en insertion socio-professionnelle. Mais par rapport aux besoins des femmes accompagnées, les juristes au sein des CDFF vont aussi intervenir auprès du public, les psychologues, ça va dépendre un petit peu des besoins des personnes accompagnées. Merci. Je propose tout de suite de passer à la deuxième structure et je passe tout de suite la parole à Coalia avec l'intervention de Koursoum Keïta. Oui. Et encore merci à Hélène Champenois. Alors, Coalia, pour faire simple, Coalia, c'est une association à but non lucratif. Elle intervient dans les domaines du logement accompagné, l'hébergement social, l'accompagnement social et dans le secteur aussi médico-social. Elle est dédiée à l'accompagnement des publics vulnérables et voilà, dans les champs du domaine du social et du médico-social. On est présent dans plusieurs départements en France, mais moi je fais partie de l'unité territoriale Vosges-Bas-Rhin, avec Charles qui est aussi présent à cette réunion. Du coup, sur l'unité Vosges-Bas-Rhin, on a plusieurs sites. Sur les Vosges, on a Coalia qui est basé à Épinal, on a Coalia qui est basé sur Neufchâteau, et puis sur Saint-Dié-des-Vosges, là où je suis chef de service sur le dispositif hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. On a aussi d'autres dispositifs comme la réinstallation, où on accueille des personnes en bref qui ont déjà été auditionnées dans leur pays d'origine et qui arrivent en France avec une protection. On a le dispositif Ukraine qui a été créé suite à la crise ukrainienne qui a eu lieu il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps. On a l'hébergement d'urgence, ce dispositif qui accueille des personnes du droit commun, issues du droit commun, mais en grande marginalité et en difficultés sociales diverses, quoi. On a aussi l'IML. Alors l'IML, c'est l'accompagnement vers le logement. C'est-à-dire que, par exemple, les personnes qui sortent du dispositif Ukraine, une fois qu'elles ont, qu'elles sont stabilisées dans leur situation et même dans le dispositif HU ou même l'UDA, quand elles sont stabilisées, quand elles ont une protection, quand elles ont un emploi, quand elles ont un appartement, on va les accompagner justement pour garder l'appartement. Elles vont en fait avoir seulement une participation résiduelle du loyer à payer. Et nous, on va les aider à ce qu'elles gardent leur appartement juste pendant 12 mois. Et à l'issue de ces 12 mois, le bail va glisser en leur nom et donc elles deviendront locataires de leur appartement. Pour Ce qui peut développer un être petit un peu sur... atout pour les bailleurs en Ouais, termes à la fois exactement. pour le locataire qui ne soit pas Mm. tout seul et par ailleurs une garantie entre guillemets pour le bailleur. Exactement, c'est sécurisant dans les deux sens. Mm. Voilà. Et donc, du coup, on n'a pas eu d'échec jusqu'ici, pourvu que ça dure. On a de plus en plus de personnes qui arrivent sur de l'IML. C'est un dispositif qui fonctionne vraiment très bien. Pour revenir sur le dispositif de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, on accueille à peu près sur Vosges, qui est sur les Vosges, qui est sur Saint-Dié et Neufchâteau, on accueille 145 personnes. Bientôt moins 21 personnes, mais bon, voilà, on accueille beaucoup de demandeurs d'asile qui forcément obtiennent la protection.
et qu'on maintient sur l'hébergement en attendant voilà, qu'elles aient une solution de sortie. Mais voilà, tout ce qui est en termes d'intégration, nous, on ne va pas voilà, être créateur, entre guillemets, de projets, on va être plutôt consommateur. On va voilà, diriger vers les partenaires, c'est-à-dire ben, voilà, vers les bailleurs publics pour l'intégration, pour les logements, vers les missions locales, vers les CPH, l'OFI, etc. Voilà, tout ce qui est pour l'emploi, ce sera pareil, hein, le pôle France Travail, mission locale aussi. Bon, il y a le FJT aussi hein, pour l'hébergement. Et puis, voilà, tout ce qui est autre, voilà, on fait les démarches selon ce qui arrive. Mais en tout cas, la mission principale, c'est la demande d'asile. Puis après, on a aussi sur le territoire, sur Bas-Rhin. Sur le Bas-Rhin, il y a, alors Charles maîtrisera mieux que moi, mais on a aussi l'ACHU, de l'hébergement d'urgence hôtelier, et puis on a aussi de l'Ukraine. Bon, on fait sensiblement de toute façon les mêmes missions, l'accompagnement sur tous les domaines. Et voilà, l'accompagnement aussi à l'intégration de toutes nos personnes pardon, qui sont BPI, bénéficiaires de la protection internationale. Voilà. Merci pour cette présentation. Je propose donc de donner la main à l'association Vivre. Et donc, je vais passer la parole à Monsieur Naourbek Chokuev et je Oui, remercie encore Madame Keïta. merci. Je suis Naourbek Chokuev, directeur de l'association Vivre, domicilié au centre socioculturel de Haute-Pierre à Strasbourg. Ça, c'est vraiment le sujet le plus important qui pour nous, c'est l'intégration en France qui nous a guidés vraiment à créer cette association. Il faut dire la vérité. Déjà avant la création de cette association, j'ai plongé dans ce travail, on peut dire social. Euh, Comme j'ai parlé déjà plusieurs langues avant d'arriver ici en France en 2002. Et je n'avais pas de choix. Tout le temps, des gens m'ont demandé d'intervenir dans différentes démarches administratives. Et je voulais faire ma carrière, j'étais accompagné, mais vraiment, et j'ai commencé dans ce travail. Et en 2017, nous avons décidé de créer cette association. Et la principale activité était l'enseignement du français. Comme je suis linguiste par profession, j'ai fait des études supérieures Bac+5. J'apprenais déjà depuis mon enfance toujours des langues euh, étrangères. Et en 2017, j'étais invité par M. Schalk au centre, bien sûr au sein de notre association de Vivre, donner des cours de français pour des étrangers de différentes origines. Et nous avons proposé un atelier de danse tchétchène avec un professeur de danse expérimenté. On a fait des activités sportives qui étaient des années pas subventionnées. Après, on a participé activement, on n'a jamais attendu mais la subvention. D'abord, on a beaucoup travaillé et on est très actifs dans notre quartier. Je suis du quartier de Haute-Pierre. Et avec mon expérience d'enseignement de français, j'ai eu cette chance de retransmettre ma méthode d'enseignement dans mon livre Apprendre le français qui est sorti en 2021 avec lequel je donne des cours de français aux russophones. La plupart de l'année dernière, par exemple, si on va constater, l'année dernière, c'était des Ukrainiens qui, la plupart, 21 personnes qui ont profité de notre atelier, mais des personnes d'origine arménienne, tchétchène, géorgienne, bashkir, daguestanais. Et ça se passe très bien. Et pendant les cours, je parle souvent. Pour moi, comme je suis linguiste c'est très important ce sujet. Je parle toujours de l'intégration et dans ce film, nous avons passé ce message qu'il faut s'intégrer dans la société française et ça se passe toujours par l'apprentissage de la langue du pays d'accueil et qu'il faut respecter les valeurs de la République. Et à chaque moment, à chaque occasion, je parle de l'intégration.
Et nous réalisons aussi beaucoup d'actions comme les maraudes. On est toujours très actifs, comme cette année, 28 personnes, déjà 6e année consécutive. Nous organisons sur WhatsApp des groupes, par exemple le français 2024-2025, la sécurité, la danse, tout organisé sur WhatsApp. On mobilise tout de suite, c'est aucun problème. On participe à la fête du quartier. Il y a trop de choses à dire, mais non, Non, mais on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, merci pour cette présentation. Merci encore aux 3 personnes qui ont joué le jeu de cette présentation très rapide et au plaisir de vous retrouver